Merci. Je t'en prie, merci de nous avoir. Merci. Attends, je vous vois pas bien là, vous avez mal. Je vais me mettre là. Voilà, là je vois bien les deux. Voilà. Puis n'hésitez pas à regarder la salle, sinon on a l'impression que vous regardez que moi. Bonjour. Euh, Vous n'avez pas trop vieilli, hein? Ça, tu dis ça pour qu'on soit sympa avec toi, hein. C'est vrai. Oui, parce que toi, tu es venu souvent. Toi, c'est la première fois que je te reçois. Première fois, ouais. Mais alors, je précise quand même que Vincent a une vieille histoire avec l'Axel, puisqu'à l'époque, on faisait encore les Axels du numérique. C'était il y a bien longtemps. Ta société, qui était encore en phase de démarrage, je crois, ou de croissance en tout cas, a été élue l'Axel du numérique de l'année. C'est grâce à vous qu'on a. C'est grâce à nous, et j'attends des parts, hein, bien évidemment. Donc, je vous ai demandé, en fait, là, on a 20 minutes, je précise. Ben, ça serait bien qu'ils me mettent le timer, sinon je ne vais pas y arriver. Déjà que je ne suis pas réglo en temps, moi. Alexandre, si tu peux vérifier qu'on me mette le timer. L'idée, c'était de parler, puisqu'on en avait parlé à la dernière session d'Embedded Finance, et il y a pas mal de gens qui m'avaient écrit en disant, oui, mais enfin, tout ça, ça reste encore des machins pour faire des conférences. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offreurs, mais est-ce qu'il y a vraiment des use cases où il n'y a pas que les offreurs qui gagnent des sous? Alors moi, je n'étais pas d'accord, bien sûr, mais je voulais que des gens qui le vivent viennent en parler. Et on avait déjà discuté avec ton prédécesseur, Olivier, pour PrestaShop, qu'effectivement, ça prenait une part de plus en plus importante dans l'activité et dans le PNL, dans le résultat. Et puis Vincent, je m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai qu'en discutant, je crois qu'on s'est croisé au FD Days, tu m'as dit, mais si, mais moi aussi, mais oui, c'est pas rien. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion de prendre une petite vingtaine de minutes pour parler concret. Alors je vous laisse juste vous présenter une minute, parce que moi je vous connais bien, mais eux peut-être pas. Une minute chacun, qui vous êtes et votre entreprise. Très bien, bonjour à tous, Vincent Huguet. Donc moi je suis CEO cofondateur de Malte. Pour ceux qui ne connaissent pas Malte, c'est une marketplace, hein. On parlera fintech, et on est aussi quelque part une fintech, mais on est avant tout une marketplace. On met en relation des consultants freelance, donc des gens qui sont, aujourd'hui on a 900 000 en Europe, on passera le million en début d'année prochaine, avec des entreprises. Donc on est sur les métiers du conseil, de l'outsourcing, qui est complètement transformé depuis 10-15 ans par le fait que de plus en plus de gens choisissent de travailler en indépendant plutôt que d'être salariés. Voilà ce qu'on fait. C'est du freelance.com très très moderne. On peut dire ça. Pour ceux qui ont des cheveux blancs. Et bonjour, je m'appelle Olivier Binet, je dirige PrestaShop, qui est un leader européen de création de sites e-commerce. Merci. Alors, moi déjà, la première chose qui me frappe, c'est quand tu me dis on est aussi un peu une fintech, c'est-à-dire que je t'ai connu effectivement depuis bien longtemps. J'ai utilisé les services de Malte. Bon, moi, c'est effectivement de la marketplace pour trouver des prestataires. J'aurais pas pensé que tu t'appelles fintech, surtout en 2025 où c'est plus aussi à la mode qu'en 2021 pour se valoriser. Donc c'est pas le but, c'est plus la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, en ces 5 dernières années, quelle place ont pris les services financiers dans ton activité au sens large? Je sais pas, du paiement, de l'assurance, du crédit, j'en sais rien. Cash advance pour tes différents types de clients. J'aurai la même question pour toi, Olivier, après, mais je commence par toi. Non, mais peut-être il faut que je revienne un peu même en arrière. Donc nous, on commence en 2013 ici à Paris. On est aujourd'hui sur 8 pays en Europe. On a à peu près 1 milliard de volume d'affaires qui passe par la plateforme. Et au départ, on commence en se disant, voilà, on va mettre en relation quelque chose qui nous semble assez évident. Le marché du freelancing est en train d'évoluer. On va faire une super place de marché. On va travailler un super moteur de recherche. Et puis assez rapidement, on se dit, et puis en parlant évidemment aussi avec les freelances, ce dont ils ont besoin, c'est aussi de sécuriser les paiements. Parce qu'ils travaillent tous les jours avec des entreprises, des clients avec lesquels ils ne sont pas sûrs, au final, ils font la mission, ils ne sont pas sûrs d'être payés. Donc la première chose qu'on fait, c'est de se dire il faut qu'on mette en place un système de compte de séquestre. Au début, nos clients sont des PME, des startups. L'entreprise va séquestrer les fonds au début de mission et puis va valider et à la fin, ça va envoyer les fonds aux freelance. Et au début, et là on est en 2013, honnêtement, on ne sait pas où trouver ça. Je me rappelle, on faisait des confs là-dessus. Voilà. Mangopay faisait un peu ça. Alors justement, j'y viens, mais à l'époque, nous, on regardait beaucoup Airbnb. Et Airbnb, d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, j'étais un des premiers hôtes de Airbnb en 2009. À l'époque, d'ailleurs, c'était PayPal, leur système de paiement, mais je recevais des PayPal de Brian Chesky. C'était le compte de Brian Chesky, c'était vraiment le tout début. Et puis donc, je suis allé voir PayPal. Bon, ça n'allait pas fonctionner. Puis, à un moment, effectivement, il y avait à l'époque Litchi, système de cagnotte. Et je me suis dit, ce dont on a besoin, c'est un peu de Céline. À l'époque, on a besoin de l'inverse, c'est-à-dire qu'on a besoin que des entreprises mettent de l'argent sur une cagnotte et ensuite le verser à une personne. Et Litchi commençait à travailler effectivement sur son projet MangoPay. Je suis allé voir
à l'époque, donc Romain Mazeria, je me demande s'il n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs. Et puis MangoPay était à ses tout débuts, nous on était leur premier client B2B, c'est-à-dire qu'ils devaient, on leur disait c'est bien, on va faire du paiement carte bleue, etc., mais on va surtout avoir besoin de virements. Et puis ensuite, on va devoir payer des freelances au début en France, après sur différents pays, etc. Donc MangoPay nous accompagne depuis cette époque-là, depuis 2013-2014. Et puis, pourquoi FinTech ? Parce qu'on on a un volume... En fait, on s'en rend compte depuis pas longtemps. C'est mon nouveau CFO qui arrive, qui dit mais en fait, on est une banque. Alors maintenant, on a une place de marché. Mais non, par rapport au poids, tu veux dire que ça génère dans tes revenus ? C'est pas que ça, c'est la complexité qu'il faut gérer derrière. C'est-à-dire, c'est de la facturation sur différents pays. Si on travaille avec un L'Oréal, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur différents pays. Si on travaille avec eux en France, ça va être un freelance français qui va facturer une entreprise française, c'est assez simple. Si c'est L'Oréal en Allemagne et c'est un freelance allemand ou un freelance espagnol qui va facturer, enfin voilà, il y a une complexité de KYC, de paiement, de cash pooling, etc. On se rend compte, en fait, on s'est développé en tant que FinTech sans le savoir quelque part. Alors on s'est appuyé toujours sur des partenaires, mais maintenant on doit passer un niveau au-dessus parce qu'on fait des paiements sur plus de pays, on doit faire du KYC, de la compliance sur plusieurs pays. Et puis, pour répondre plus concrètement à ta question, oui, on s'est rendu compte assez rapidement que ça allait être une solution de différenciation, d'amener cette brique FinTech, et c'était nécessaire parce que notre modèle était de prendre une commission, donc le paiement devait passer par nous. Mais finalement, on s'est rendu compte aussi que des clients et des freelances nous demandaient et disaient, nous, on s'est déjà trouvé, on travaille déjà entre nous, mais est-ce qu'on peut passer par vous pour faire juste le paiement, la contractualisation, la compliance, parce que si je reprends mon exemple d'un L'Oréal ou un Schneider Electric, j'ai 100 freelances que je dois payer, j'ai envie d'avoir un seul fournisseur, je paye ce fournisseur et ensuite vous répartissez. Ça c'est quelque chose aussi, c'est un service que l'on prête. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de nos revenus. Et pardon, juste je passe la même question pour toi dans une seconde. Tu as parlé beaucoup de paiement, donc avec MangoPay, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais ? Est-ce que tu fais par exemple de l'avance de paiement quand tu as des clients qui payent à 3 mois, BNPL, B2B, quoi. Enfin, est-ce que tu fais d'autres choses ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au début, comme je le disais, on a commencé avec des PME, des startups, et puis après rapidement, et aujourd'hui 75% de notre chiffre d'affaires est fait avec des grands comptes. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on a les devoirs. Si on voulait maintenir cette promesse de payer rapidement et de sécuriser le paiement pour le freelance, on allait devoir complètement changer nos process, c'est-à-dire qu'on allait devoir accepter un paiement à 45 jours, par exemple, mais on paye le freelance en 5 à 10 jours en fin de mission. Donc, mais là, tu le fais avec un markup. Donc ça, on le fait avec un markup, mais effectivement, et on le fait via des partenaires. Donc on avait commencé avec une plateforme d'affacturage qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près 3-4 partenaires sur banque ou fintech avec lesquels on travaille sur ce sujet. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que 80% de notre volume d'affaires est à facturer. Et pour finir, après je passe la même chose, la même question, mais autre paiement, crédit, assurance, je sais pas, les freelances, ça n'a pas besoin d'une assurance ? Si, bonne question. Ça, je crois qu'on a mis ça en place en 2015. À l'époque, il y avait les seuls exemples qu'on avait. Il y avait Drivey qui est devenu GetAround sur la mobilité. Il y avait BlaBlaCar aussi qui avait une assurance avec AXA. Donc on est allé voir AXA et on a été la première plateforme B2B qui a travaillé avec une assurance qui fait que toutes les missions qui sont faites sur Malte sont assurées en RC Pro. À l'époque, c'était AXA. Maintenant, c'est Hiscox. Enfin, on a plusieurs partenaires. Mais ça, c'est, j'allais dire, inclus dans le package ou c'est des services à rajouter que tu vends et tu fais un peu d'argent dessus ? Ça, c'est inclus dans le package. D'accord. Il n'y a pas encore avec des options, entre guillemets, tu gagnes encore plus de PNL grâce à ça. Non, c'est inclus dans le package. C'est un attendu des deux côtés, et en particulier des clients grands comptes, d'être sécurisés sur les risques cyber, etc., lorsqu'ils travaillent avec un freelance. Merci beaucoup. J'aurai d'autres questions après, mais la même question, en fait, Olivier, exactement tout pareil. Tu me rappelles la question, la première question ? C'est le poids des services financiers dans tes modèles, c'est-à-dire comment de fournisseur finalement d'outils qui permettent de faire des sites web, tu deviens quelque chose où il y a pour toi le paiement, l'assurance, le crédit, le cash advance, etc. sont des briques de ton PNL quotidien. Il y a deux raisons. D'abord, historiquement, PrestaShop, c'est une solution open source. Donc son modèle, c'était les partenariats qu'on faisait avec tous les fournisseurs de services pour les commerçants qui montent leur boutique en ligne. Historiquement, c'était beaucoup de petits e-commerçants qui se lancent en ligne. Maintenant, on a des plus gros, évidemment, et qui ont des besoins plus importants. Mais on a du coup un besoin de fournir à ces gens une brique de paiement de base. Je vous rappelle juste qu'il y a 15 ans ou 20 ans, quand PrestaShop s'est créé, c'était compliqué pour quelqu'un qui se lançait en ligne d'avoir accès au paiement, à cause de vous tous. Non, mais t'en faisais partie à l'époque. Alors, juste, très bonne question. À l'époque, moi, les petits e-commerçants... Alors, juste disclaimer, j'étais chez PayPal il y a
longtemps. Et à l'époque, les tout petits e-commerçants, elle était très chère pour les petits e-commerçants. Les petits e-commerçants disaient merci d'exister parce que moi, quand je suis allé voir mon banquier me disait c'est quoi vos 2 derniers bilans là pour avoir accès à notre plateforme. Le gars dit mais je me lance en ligne, là, je me lance, j'ai rien. Donc c'était impossible pour les gens de se lancer sans des plateformes à l'époque comme PayPal. Maintenant, il y en a d'autres aussi, mais c'était ça la réalité d'un petit e-commerçant à l'époque. Donc c'était presque une obligation, hein, c'est presque obligatoire à fournir pour les e-commerçants pour qu'ils puissent se lancer. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que pour ces e-commerçants qui sont soit des pure players, soit depuis e-commerce, c'est un canal extrêmement important dans leur quotidien, leur plateforme e-commerce, c'est le centre de leur vie professionnelle. Donc à partir du moment où tu deviens une sorte d'OS de leur boulot au quotidien, c'est là que tu attends la plupart des services de ce qui se passe dans ta boîte. Et aujourd'hui, quelque part, l'argent, c'est un peu important pour les commerçants. Donc au-delà de recevoir des paiements, d'optimiser ce cash, d'avoir besoin parfois d'un petit peu plus de cash pour acheter des choses, donc toute la panoplie des choses que tu as exposées jusqu'à présent, tout ça, nos clients s'attendent à le trouver dans PrestaShop, voire d'avoir le choix. Oui, mais historiquement, dans des boîtes PrestaShop et les concurrents que je ne vais pas nommer, vous étiez très ouvert, c'est-à-dire plein de partenariats. En fait, toi, ton boulot, c'était juste de mettre des cases à cocher dans mon truc. Mais il me semble que, en particulier dans le paiement, et je crois avec BPCE d'ailleurs, mais peut-être dans d'autres systèmes, vous avez fait aussi vos offres à vous, où il y a un petit incentive s'ils prennent la vôtre. Oui, tout à fait. C'est ça, le modèle. C'est de pousser un peu les vôtres. On a un modèle qui, d'une part, on a une marketplace dans laquelle toute la communauté peut proposer des modules. Donc pour tout et n'importe quoi, de ce dont j'ai un module Stripe, j'ai un module. Y a les modules de toutes les plateformes de paiement ont un module dans PrestaShop. Et si je prends dans BPCE, tu as Payplug, ils ont un module et c'est un peu comme ça qu'ils se sont lancés à la base aussi, grâce à la communauté PrestaShop, etc. Donc tu as cette partie-là. Puis à un moment donné, des gens qui se sont dit oui, mais ok, mais nous on n'y connaît rien. On aimerait bien avoir un module PrestaShop, Payment, qui fonctionne bien, qui fonctionne parfaitement avec les dernières versions de PrestaShop, etc. Donc on a créé notre propre module qu'on met à la disposition des commerçants. Et ça, c'est de la marque blanche avec un partenaire. Et ça, vous le faites pour différents produits, pas que le paiement, j'imagine. On le fait pour plein de choses, le paiement, la logistique, tout ce dont un e-commerçant a besoin pour servir ses clients et pour fonctionner. Et la partie service financier, donc paiement en particulier, mais on parlait tout à l'heure de cash advance ou autre, ça représente aujourd'hui une part importante de ton chiffre d'affaires. Le pourcentage que tu prends là-dessus. C'est plus de la moitié. Plus de la moitié du chiffre d'affaires est lié au service financier. Et c'était, j'imagine, il y a 10 ans, c'était pas du tout ça, quoi. C'était différent, c'était pas le même mix, mais je peux te dire, il y a... ça fait faire vieux con, mais il y a très longtemps, quand j'étais chez PayPal, c'était le seul business model de PrestaShop, c'était le partenariat avec PayPal. Quasiment. Il y avait la Poste aussi, mais c'est à peu près tout. Donc si, ça représentait déjà une part importante, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mais là, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça représente toujours plus de 50%, mais il y a beaucoup d'autres choses. Même question à toi, Vincent, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres. Ça représente une part importante, au-delà du fait que c'est un goodwill important, que tes membres sont contents d'avoir ce service. Je te disais, il y a un tiers de notre chiffre d'affaires qui aujourd'hui fait où ils viennent juste pour la brique FinTech, d'un côté comme de l'autre. C'est avant tout des entreprises qui disent, voilà, moi j'ai déjà sourcé des freelances, je veux juste passer par vous pour le paiement, l'avance de fonds, etc. Autant, pourquoi continuer à sous-traiter à plein de gens tous ces services, parce que le markup, il va ailleurs, quoi. Non, je vais juste sortir une anecdote. En 2000, je crois que c'était en 2009, j'avais fait une mission pour Geoffroy Roux de Bézieux sur différents sujets. Et à un moment, il me racontait une anecdote. Il me disait, non, moi je pensais qu'il était devenu riche avec The Phone House. Il me disait, non, c'était avec l'assureur qui était derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fois que tu as créé ton assureur et que tu n'es pas juste le distributeur, il me dit, là, on a vraiment gagné de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour vous à un moment à remonter dans la chaîne de valeur si c'est aussi lourd dans votre PNL? C'est un tiers de notre chiffre. En fait, 100% de notre chiffre passe d'une façon ou d'une autre, puisque toute la brique FinTech, assurance, facturage passe par là. Donc oui, on pourrait se dire ça. Après, c'est une question de focus et on fait plus de marge sur notre métier de cœur. Et on est aujourd'hui, quand je dis on fait un milliard intermédiaire, le marché en Europe, c'est 6,5 millions de freelance et 500 milliards. Donc on est qu'au tout début du truc. On a intérêt à rester focus sur notre sujet. Après, on peut effectivement, je te disais, sur la facturage, on avait un partenaire, on en a 3 ou 4 aujourd'hui. Voilà, on peut aussi orchestrer un peu différemment les choses. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt encore en recherche, même d'autres partenaires pour des nouveaux services. Il y a déjà des choses qui sont
toujours dans cette galaxie financière qui peut être relativement large. Hein. Quand tu vois que Uber fournit des cartes de paiement à ses drivers, je sais pas, tu pourrais fournir une carte de paiement par Penny Lane. Oui, ça on nous le propose assez régulièrement. On réfléchit effectivement avec l'arrivée de la facturation électronique, est-ce qu'on s'intègre à des prestataires, enfin des prestataires de compta. On a aussi un sujet qui est un peu plus éloigné, mais les freelances sont très heureux d'être freelance, ils ont choisi ce statut, etc. Mais il y a une chose sur laquelle ils ont un frein en fait à rester freelance, c'est l'accès au crédit immobilier. Donc si un jour on devait faire quelque chose, mais la réglementation, je crois, est compliquée. Les banques veulent y aller parce qu'ils comprennent bien qu'un développeur qui gagne, je sais pas, 150 000 euros par an, qui facture 150 000 euros par an, en fait, est très stable dans ses revenus sur les années qui viennent. Mais je crois que la réglementation bloque ça. Donc ça, c'est une chose, effectivement, du moins, si on interroge les freelances, comme je te disais au début, ils nous demandaient de sécuriser le paiement par rapport à leurs clients. Aujourd'hui, une chose qui pourrait les intéresser, c'est l'accès au crédit. Voilà, c'est une chose en plus. Mais encore une fois, on reste focus sur ce qu'on doit faire. Pour avoir fait travailler beaucoup de freelance avec mon autre activité de conseil, il y avait le crédit, mais il y avait aussi tout ce qui était assurance santé et prévoyance. C'est des choses aussi où tu es positionné. Oui, alors on a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, sur lesquelles on ne gagne rien, mais on amène à notre communauté, parce qu'encore une fois, ce n'est pas notre cœur business, on amène des partenaires. Alors avec une offre vraiment spéciale et qui est meilleure si on est sur Malte que si on n'est pas sur Malte. Mais tu ne gagnes rien par contre, tu n'as pas choisi d'en faire une source de revenus. Non, ou très minime. Il n'aime pas le business. Si, on aime ça, mais non, mais c'est après, si tu veux, on peut pas tout faire bien. Et l'autre pan de notre business est tellement énorme que sur ça, on amène plutôt des choses qui vont être des différenciateurs plutôt qu'en faire un cœur business. Mais peut-être qu'un jour on changera d'avis. Même question quelque part, est-ce que tu internalises des choses, Olivier, ou tout est en plateforme externe? Il y a deux notions. Il y a deux notions derrière ça. D'abord, il y a plein de crans différents avant de devenir d'être régulé, quoi. Alors, si mes amis de la CPR sont ici, je vous aime, mais je vous aime encore plus depuis que je suis une entreprise qui n'est pas régulée. Ça va, c'était politiquement correct? Ouais, c'est super bien. On peut la garder. Cela étant, en plus, j'ai pas eu de mauvaise expérience, mais voilà, ça c'est un vrai frein. Enfin, à un moment donné, tu te dis à quel moment je bascule et. Toi, aujourd'hui, ça reste un. Voilà, si je peux ne pas y aller, c'est mieux. Ouais, après, tu as quand même des crans pour t'en rapprocher sans basculer. Ça, c'est une première chose. Donc, et remonter un petit peu de valeur. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que tu n'es pas juste à fournir une brique de paiement. L'exigence aujourd'hui de nos clients, elle s'est accrue. C'est-à-dire que, on se dit, est-ce que c'est important pour les plateformes de monétiser avec du paiement? Enfin, la question n'est plus là. Aujourd'hui, l'offre de monétisation par les paiements sur plateforme, elle est extrêmement évoluée. Quand vous allez voir les principaux acteurs, que ce soit les Stripe, les Adyen, les PayPal, les machins, etc. Worldline. Les Worldline, pardon Pierre-Antoine. Il est parti. Il y a quand même une offre qui est extrêmement évoluée. Et au-delà de ça, continuer à être performant sur ce qui existe et puis en plus être suffisamment innovant pour demain proposer tout ce qu'il faudra pour l'agentique commerce, machin, etc. Pour être compétitif, c'est très compliqué. Donc intégrer de plus en plus de valeur, oui. Mais après, être régulé, déjà, c'est plus compliqué. Et en plus, les moyens qu'il faut mettre derrière pour être aussi fort que le veulent tes clients, c'est quand même pas accessible, en tout cas pour nous, toute petite boîte locale. Je reviens, Vincent, toi en plus, dans la particularité, puisque toi, PrestaShop, vous intégrez plein de solutions open source, comme tu le dis. Toi, tu as tes clients directs et tes entreprises en direct. Donc, c'est toi qui gères tout le KYC, le KYB, des gens que tu onboardes, en fait? Ça dépend. Non, c'est une grosse partie du KYC gérée par MangoPay. D'accord. Parce que c'est eux l'établissement de paiement. Mais c'est une question, c'est une discussion qu'on a avec eux, parce que en plus du KYC, enfin du KYB, on a des sujets de compliance additionnels sur des sujets de droit du travail, en fait, qu'on doit faire pour nos clients et qui sont dépendants des marchés. Donc il y a une partie qu'on doit faire nous-mêmes. Donc à quel point finalement on va aller, pour le coup, ça pourrait être quelque chose qu'on internalise un peu plus. Et qu'on ferait, et ensuite on transmettrait à notre partenaire de paiement. Ok, là on a fait le KYC, etc. Mais il faut que ça puisse être accepté. Alors, je reste une minute sur toi. Tout comme tout à l'heure, je disais qu'à l'Axel, on a des baromètres depuis 15 ans et ça permet une vraie finesse d'analyse. Toi, ça fait maintenant un petit temps que tu es sur le marché et que tes freelances ont traversé des crises.
est-ce que maintenant que l'IA arrive, toute cette data que tu as d'expertise sur le marché des freelances et le comportement de tes grands comptes pourrait te permettre demain de mélanger Embedded Finance et IA pour proposer un meilleur délai de paiement à certains parce que tu sais comment ça va marcher. Tu parlais du crédit immobilier en disant bah, attends, nous on sait vraiment comment ça peut réagir sur une longue période. On pourrait imaginer d'autres science-fiction. Vous y pensez déjà ou juste on verra quand on a le temps? Déjà, là, je parlais de KYC, KYB, effectivement. Donc, compliance, ça, c'est un sujet assez évident. Pour nous, l'IA, il y a 3 niveaux sur lesquels on l'aborde. La première chose, c'est comme toutes les entreprises, c'est en interne. Donc, on a, je sais plus, 80 agents déployés. On a des champions IA. Enfin, on a notre équipe data et tech qui pousse à ça un peu partout. Donc, au niveau du customer care, au niveau de la finance, effectivement, l'orchestration des paiements, etc., notre cash. Enfin, on a amélioré des choses. On a récemment mis en place un agent. Ça a remplacé le boulot de 2 personnes, enfin, qui peuvent du coup faire autre chose. Donc ça, c'est la base, c'est l'interne. Deuxième segment, c'est en fait, mais on le fait depuis longtemps, on est une marketplace. Le moteur de recherche, le matching entre l'offre et la demande est très compliqué. Sur une marketplace produit type Amazon, c'est relativement simple. Tu cherches, je sais pas, télévision, et puis ensuite tu as des filtres assez simples. Là, c'est très compliqué. Le type de demande, je cherche un consultant, développeur qui travaille dans la pharma, etc. Donc aujourd'hui et depuis un an, on peut, avec la GenAI sur Malte, on peut exprimer en langage naturel ce qu'on recherche. Donc ça nous évite, enfin, l'expérience client est bien meilleure. Tu as pris quel... Alors on a fait beaucoup de choses en interne, on a développé, on est partenaire avec Google, mais on a fait beaucoup de choses, on a développé nos small language models parce que justement on a beaucoup de data de 12 ans de data, de matching, etc., de mission. Oui, les data c'est une chose, mais le modèle c'est une autre. Mais on a développé notre propre modèle. Mais tu as quand même pris un peu de Gemini. On fait du non, Gemini. c'était une question piège pour voir si la souveraineté était un sujet ou pas. Et voilà. Et le troisième layer sur l'IA, c'est que en fait, tout à l'heure, tu parlais de l'Inde, etc. Mais c'est que, au contraire, il va y avoir besoin de beaucoup de développeurs ou de très bons développeurs. La question, c'est les développeurs qui font des choses simples, effectivement, ou designers d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, c'est peut-être une autre question. L'offshore, c'est peut-être une question, en partie. Mais en revanche, nous, les personnes qui sont en freelance, c'est un peu les artisans du software, c'est vraiment les experts sur leur domaine. On voit, et d'ailleurs, tu le regardes, les BCG, les Accenture prévoient que dans les 3 années qui viennent, 40 à 50% de leur chiffre se fera sur la transformation IA des entreprises. Donc c'est une opportunité de marché impressionnante pour nous. Oui, en vrai, j'ai toujours pas compris comment on allait former des seniors si on n'a plus besoin de juniors parce qu'on a GPT ou autre chose. Mais il y a juste un truc que j'ai raté, mais ça va venir. Même, on a fini, mais je vais quand même te poser la même question plutôt sur l'IA pour rebondir sur une chose plus globale. IA et PrestaShop versus Embedded Finance, fantasme, plus prochain gros levier ou c'est pas des sujets liés, je sais pas. De toute façon, c'est lié. Enfin, pour les mêmes raisons. Hein. L'IA est partout et on travaille beaucoup avec ça. D'ailleurs, petit message personnel. Il y a quelqu'un de Mistral ici? Non, dommage. C'est bien hein, la souveraineté, le machin, etc. Mais à un moment donné, quand on veut innover, faire des choses, il faut aussi que les locaux aient envie de travailler avec les locaux et qu'on y aille. Il y a une question. Le message, c'est quoi? C'est que Mistral n'est pas assez dynamique sur notre propre territoire. Je dis pas dynamique, mais je lève le doigt en disant tiens, ça serait sympa de faire ça. J'ai tous les Américains qui sont là et qui disent bah bien sûr Olivier viens on part demain et Mistral fait bon on se prend rendez-vous pour l'année prochaine. Et je schématise, je caricature un peu, mais donc à un moment donné voilà il y a aussi ça qui joue. C'est pas une pique hein, je les aime beaucoup d'amour et ils sont pas dans la salle, tu peux y aller. Et voilà. mais s'ils nous entendent bah voilà la souveraineté c'est bien mais il faut que ça tourne. La souveraineté c'est bien mais il y a aussi c'est quoi mon produit quoi. Voilà. Mais Pierre-Antoine le disait à un moment donné la souveraineté c'est bien c'est fondamental et puis, moi personnel enfin on le sait hein, ici dans la salle on sait bien qu'il y a des problèmes que la dépendance c'est stratégique et c'est une problématique. Après il faut aussi être ultra performant pour ses clients maintenant. Et on ne pardonne pas de ne pas être performant. Et ce sera le mot de la fin pour tous les gens qui ont envie de fournir des services à nos amis. Merci beaucoup, je dois tenir le planning, j'ai que 3 minutes de retard sur celui-là. Félicitations.